Bonsoir et bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81. Il n'y a pas le numéro à l'écran. On va seulement la demande, pardon. La demande en direct sur TikTok là. Donc tu envoies ta demande là, tu cliques sur les deux boutons bleus et rose là. Pour envoyer ta demande. Bon, on peut y commencer le direct. Hein. Ici, on raconte des histoires mystiques et on reste dans le cadre du mystique. On ne raconte pas les histoires érotiques, là, les histoires d'amour. Non, non. Et puis, on ne prononce pas les noms des gens, bien les vrais noms. On prend les noms d'emprunt et on raconte l'histoire. On ne décrit pas le lieu de résidence de la personne qui nous a fait un truc, tu vois. Bonsoir, DMG. Bonsoir. J'ai tellement d'histoires. Bon. Je vais parler du témoignage d'une jeune fille de 20 ans. Je vais la nommer Alice. Alice est née d'une relation dont le père n'a pas reconnu la grossesse. Donc sa maman, pour pouvoir se chercher, se débrouiller, puisqu'elle était dans une autre ville autre que sa famille, elle a décidé, lorsqu'Alice avait 4 ans, d'aller la confier à son père, à elle, c'est-à-dire le grand-père d'Alice. Donc, lorsqu'elles sont arrivées chez le papy, il a cuisiné un poulet pour accueillir sa fille et sa petite fille. Et alors que ce poulet-là, il avait transformé ça en chair humaine pour pouvoir initier sa petite fille. Donc, quand la maman a fini le temps qu'elle devait rester là, elle est repartie dans sa ville pour se chercher. Et puis, Dieu a fait grâce là-bas. Elle a pu avoir un mari. Et quand elle est retournée dans sa ville, là, elle a déménagé. Hein. Et lorsque Alice elle est arrivée en classe de CM1, sa maman allait la chercher chez son papy là-bas pour qu'elle vienne passer les vacances. Et la maman d'Alice, c'est une femme qui prie. Elle et son mari prient. Alice était chez sa maman pour les vacances et une nuit, la maman a institué une prière. Elle a instauré une prière avec son mari dans leur chambre conjugale là-bas. Et après la prière, Alice vient et puis elle dit à sa maman, « Maman, est-ce que tu sais que je connais chez toi ?» Sa maman lui dit, « Mais comment? Toi, tu n'es jamais venu ici. Comment tu sais que tu me dis que tu connais? » Elle dit, « Non, je suis déjà venu ici en rêve. » La maman n'a pas prêté véritablement attention. Donc, elle a retourné. Quand la fille a passé ses vacances, elle a retourné chez son papy là-bas. Quelques années après, cette fois-ci, elle a décidé d'aller récupérer sa fille pour la ramener à la maison. Depuis que la fille est venue à la maison, c'est devenu la catastrophe. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sanitaire. Tout était sens dessous. Et quand c'est comme ça, la maman qui est une femme de foi, elle continuait la prière. Donc à un moment donné, dans son église là-bas, ils ont institué des moments de jeûne. Elle a pris un bon moment de jeûne avec son mari et tout. Et la prière de clôture une nuit, elle a prié jusqu'à un coup sa fille, Alice, qui était maintenant dans l'âge d'à peu près 15-16 ans, est venue frapper à sa porte. « Maman, le feu me brûle. » Sa maman lui demande pourquoi. « Non, le feu me brûle. » Cette fois-ci encore, la maman n'a pas prêté attention. Et c'est l'église qu'il fréquentait. Lors d'un grand programme de prière, le feu est tombé sur Alice là-bas et devant tout le monde, elle a commencé maintenant à avouer qu'elle est vraiment dans la sorcellerie. Mais il faut savoir que selon le degré d'avancement dans la sorcellerie, il n'est pas donné à tout le monde, même si on est serviteur de Dieu, de pouvoir affronter. Parce que c'est puissance contre puissance, c'est degré contre degré. Parce qu'il faut savoir que quand le sorcier voit en face celui qui pense qu'il peut le délivrer, et quand il place un mensonge, et que celui qui est en face ne détecte pas,
le sorcier peut le mener en bateau, à raconter n'importe quoi. Et donc, quand cette fois-ci à l'église là-bas, le feu est tombé sur la fille. Ils ont su que la fille était sorcière. Ils se sont organisés au niveau de l'église pour pouvoir faire des séances de délivrance et tout. Sauf que, quand on demande à Alice, tu as fait quoi? Et puis Alice dit par exemple, ah, à ce pasteur-là, j'ai fait tant, les gens se fâchent. Parce que c'est quand même honteux ou bien c'est vexant pour eux de savoir qu'ils sont à l'église et puis une petite sorcière puisse les malmener. Donc au final, ils ont dit que, ah, il faudrait que la maman cherche un autre endroit pour qu'elle puisse envoyer sa fille là-bas. Et donc la maman, elle a parcouru des camps et elle est tombée sur un camp où, excusez-moi, le propriétaire, c'est-à-dire le prophète de ce camp-là, au lieu de délivrer la petite, il propose à la maman de la fille de l'épouser. Lui, il veut épouser la petite Alice qui est sorcière, au gradé. Donc la maman a dit non, je n'ai pas envoyé ma fille pour que tu l'épouses, je veux que tu la délivres. Qu'est-ce qu'il faut savoir à ce niveau-là? C'est que le sorcier qu'elle a là, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs spirituels, il a des pouvoirs mystiques, il voit. Il peut même prophétiser, parce que lui, il voit. Donc souvent, il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu, qui s'allient souvent à des femmes, parce que ces femmes-là ont des pouvoirs et ils profitent de ces pouvoirs. Parce qu'il faut savoir que le sexe convertit. C'est-à-dire que si toi, tu as des pouvoirs, que tu vas au sexe avec quelqu'un, et tu prends ses péchés, tu prends ses démons, ou bien tu prends ses pouvoirs. Et la maman a refusé. Donc, elle a cherché jusqu'à ce qu'elle tombe maintenant sur un vrai camp de prière. En ce moment, Alice maintenant avait 11 ans. Avait 20 ans plutôt. Et c'est quand elle arrive dans ce camp de prière-là, et le monsieur lui pose des questions, et elle explique comment elle a été initiée et tout, et elle lui demande combien de personnes tu as tuées. Enfin, combien de personnes tu as exterminées. À cause de TikTok, je suis obligée de faire attention. Et elle répond 4 300 000 personnes. Le serviteur dit non. Comme je te dis souvent, moi, le plus grand sorcier avait tué 232 000. Il avait fait 232 000 victimes. Mais elle dit 4 300 000 personnes. Le monsieur dit non, 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 tu te trompes. Elle dit si, papa, je suis une tueuse à gages. C'est-à-dire que je suis payée pour aller tuer partout sur cette planète. Le monsieur dit non. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle 1 million? Elle dit oui, papa. 1 million, c'est 100, 10 fois. C'est ce qui fait 1 million. Donc, je sais combien de personnes, je vous dis que j'ai fait 4 300 000 victimes. Le gars même était dépassé. Et puis non seulement, elle explique que elle a été initiée par son papy à l'âge de 4 ans. Et elle seule, elle a 2 dragons. Les dragons se nourrissent de sang. Donc, elle a un dragon des montagnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Man. Et puis, elle a un deuxième dragon dans la ville où sa maman est, qui est Sassandra, qui est une ville balnéaire. Et ce deuxième dragon-là, elle a pris dans la mer en allant avec la reine des eaux, coucher, et c'est ce qu'elle lui a donné. Donc, comme pour nourrir ces dragons, elle fait des accidents. Elle provoque des accidents à tout bout de champ. Et ce qu'il faut savoir, c'est vrai que quand on dit 4 millions, c'est effrayant. Parce que c'est pas elle qui donne. Elle est un tueur à gages, c'est-à-dire elle est payée, elle est récompensée à la victime. Mais quelqu'un qui, par exemple, un autre sorcier qu'on a attrapé qui dit, par exemple, j'ai tué 3000 personnes, c'est lui parce qu'il les a donnés. C'est-à-dire que lui, il a décidé, mais par contre, il peut avoir peut-être tué 3000, mais dans les 3000, il a, comment on appelle ça, loué Alice pour aller faire la sale besogne. Donc, Alice, elle est comptable de ce qu'elle fait. Elle fait, parce que, bon, par exemple, elle peut tuer par des accidents, par des arcs, parce qu'elle a un arc dans le sexe. Il suffit qu'elle s'abaisse et que l'arc de sexe, l'arc sorte, la flèche sort de l'arc plutôt, et puis elle peut poignarder comme elle veut, où elle veut. Et cette fille-là, sa deuxième spécialité, étant donné que dans le monde spirituel, elle est la femme de son grand-père. Son grand-père étant jaloux, à 20 ans là, dans la réalité, elle est encore pucelle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pour ne pas tromper son grand-père, elle ne couche qu'avec des enfants de entre 6 ans et 9 ans. Elle ne pense que les enfants entre 6 ans et 9 ans,
avec qui elle fait, et pendant ce temps, non seulement quand elle couche avec un enfant de cet âge-là, elle brise son avenir, ou bien elle peut l'initier. Quand je parle de ça, ce n'est pas avec fierté, mais c'est pour dire que les forces du mal, là, sont au-delà de ce que l'humain peut imaginer. Ce n'est pas de la fiction. Parce que la fille, elle a revendiqué, parce qu'elle a dit, papa, elle a dit ça à l'homme de Dieu, c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai dit à ma mère que j'étais dans la sorcellerie. Et que j'étais fatiguée de faire du mal autour de moi, mais ma maman ne m'a pas prise au sérieux. Alors que quand la maman est venue, elle a essayé de biaiser un peu les informations, disant que c'est parce qu'elle n'a pas su ça tôt. Mais là, la fille a dit non. J'avais 16 ans, aujourd'hui j'ai 20 ans. J'avais 16 ans quand je disais, pour la dernière fois où j'ai dit tellement à ma mère que j'ai pratiqué la sorcellerie et que je faisais du mal à qui je voulais, quand je voulais, elle ne m'a pas prise au sérieux. Et j'étais fatiguée. Mais qui allait me secourir? Pour revenir à l'histoire que, quand on initie un enfant à la sorcellerie, il est d'abord en premier lieu une victime. Même si demain il deviendra bourreau, il est d'abord une victime. C'est pour cela qu'il est bien quand on est à la maison chez nous et quand on a des enfants, c'est qu'il faut dire à ses enfants, bien, il faut initier des causeries. Ah, mon enfant, si par exemple quelqu'un vient te chercher la nuit pour te dire en rêve, allons nous envoler parce que je vais te donner le pouvoir de Ladybug, sois libre de venir me dire. Parce que le plus grand amour, la plus grande preuve d'amour, c'est d'amener un sorcier à la délivrance. Donc, nos enfants, souvent quand on est là et puis on est là, ah, moi c'est mon parent est sorcier là, ah, je vais faire ça, je vais le fusiller. Quand ton enfant est dedans là, quand il entend ça là, parce qu'il a été corrompu, mais quand il entend que avec toi le papa, il ne peut pas te faire confiance, ou bien avec toi la maman, il risque sa vie, il va rester dans ce dans quoi il est. Il va rester dans ce dans quoi il est. Moi, j'apprends toujours sur la sorcellerie. Parce que je veux en parler pour que les gens se rendent compte que la seule arme qui est vraiment celle qu'on a et qui ne nous coûte à la base rien, c'est la prière. Aujourd'hui, là, chez nous, on dit, avant chez nous, on disait que ah, quand tu es dans le village de ta maman, un sorcier ne peut pas te nuire. C'est faux. Ton voisin même qui est blanc, ton voisin même qui est arabe, s'il est dans la sorcellerie, il peut te nuire. Parce que quand toi, tu es victime de la sorcellerie, c'est-à-dire si dans ta famille déjà, ton père ou bien ta mère veut te faire du mal, qu'est-ce qu'on fait? On te place une espèce de puce sur toi. C'est-à-dire que si tu quittes au Cameroun, que tu vas aux États-Unis, que tu croises un sorcier aux États-Unis, il a sauf conduit, il peut te faire du mal quand tu veux parce que tes parents lui ont déjà donné un accord tacite. Donc, prenons la peine de prier quand on sort. Prenons la peine de prier quand on rentre. Même l'eau qu'on doit boire à la maison. Parce que maintenant, c'est-à-dire, il suffit d'un seul regard pour qu'on empoisonne ton eau ou bien on empoisonne ta nourriture. Même à la maison chez nous, ayons le réflexe de la prière. Le monde n'est pas ce qu'il est. Il n'est plus ce qu'il est. Donc voilà. Je reviendrai tout à l'heure pour un autre témoignage s'il y a lieu. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Je voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue 6 ans en arrière. Allô? Vous m'entendez? Oui, on Voilà. t'écoute. En fait, je sortais avec quelqu'un. Après, je suis arrivée en France, 8 ou 7 mois après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je sortais. 3 mois après notre relation, ben, on se voyait, on se fréquentait. Sauf que j'allais chez lui, puisqu'il travaillait de nuit. Donc, j'allais chez lui que le week-end, c'est-à-dire le vendredi. Soir, j'allais là-bas et je rentrais le dimanche à l'après-midi. Donc, c'était comme ça pendant 3 mois. Mais un jour, il m'a proposé, il était en vacances. Et il m'a proposé de passer la semaine avec lui. Et c'est comme ça que je suis allée chez lui. Passer la semaine, je suis allée, je fais des courses puisque j'avais à faire une semaine là-bas. Donc, moi, comme j'aime bien manger africain, les trucs des Mutangani là, j'aime pas trop. Donc, j'ai fait mes courses et tout. Nous sommes allés, puisque lui, moi j'étais à Bordeaux, mais sauf que lui, par contre, il est dans des petits villages à 40-45 minutes de Bordeaux. Voilà.
Et du coup, nous sommes allés. Et après, nous sommes allés à la maison. Mais comme vous savez, les hommes célibataires, ils s'en fichent. Surtout les gens qui travaillent la nuit n'ont pas trop de temps pour faire le ménage et tout. Et moi, je suis quelqu'un de trop maniaque. J'aime pas le désordre, la saleté, je supporte pas. Donc, une fois j'arrive, je commence à faire le ménage, déjà à la cuisine d'abord, parce que chez lui, quand tu rentres à l'entrée, il y a d'abord la cuisine, et il y a le salon et la petite salle à manger. Mais ce que j'ai trouvé, bon, j'ai pas, au départ, je me suis pas posé la question. À la salle à manger, il y avait en fait, il a fait sa petite chambre où il dormait à la salle à manger. Puisque, en fait, moi, je me suis dit, ben, comme c'est quelqu'un qui travaille les nuits, il n'est jamais là en journée. Donc, à la salle à manger, il y avait sa télévision et il y avait tout pour lui. À la salle à manger et tout. Mais il y avait les chambres en haut. Il y avait 4 chambres en haut. Il y avait des escaliers qu'il fallait monter de la cuisine pour aller dans les chambres. Il y avait 4 chambres. Moi aussi, comme maman a travaillé, j'aime bien faire le ménage. Je commence par la cuisine. Je nettoie la cuisine, je nettoie le salon. Je vais à la petite chambre où il y a la salle à manger. J'essaye de nettoyer. Ce jour-là, je ne suis pas montée. Le lendemain, on était là. Et après, j'ai dit, bah, il faut que je monte faire le ménage en haut. Donc voici, je monte avec le balai, le tout et tout. Je commence à faire le ménage dans les... Une fois, je prends déjà les escaliers. Je ressens des frissons. Ça, j'ai ressenti des frissons, mais je n'ai pas prêté attention. Je rentre, je commence à faire les 4 chambres. Je fais la première, la deuxième, tout et tout, je nettoie. Mais sauf que dans le couloir, je vous assure que il y avait un silence. Il y avait un silence pas normal. Même dans les chambres, tu sentais vraiment une fraîcheur dans toute la pièce du haut. Il y avait vraiment une fraîcheur. Et quand tu descends les escaliers, quand tu es au niveau du salon et de la cuisine et tout, la température n'est pas la même. Mais pour moi, je me dis, comme on est en période de l'hiver et que c'est sûr qu'il n'a pas besoin d'allumer les radiateurs en haut puisqu'il n'y a personne, c'est normal. Pour moi, c'est comme ça que je me suis dit en fait. Et voilà, premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est comme ça qu'on appelle en urgence au boulot qu'il allait remplacer un collègue qui avait eu un petit souci. Donc, il devait faire 2 jours de boulot. Je dis, ouais, ok, il n'y a pas de souci, je reste seul. Donc, le gars, 18h, 19h, 20h, il mange. Allez, il ne peut pas, il va au boulot. Donc, je reste toute seule à la maison. Vous savez, les villages des Blancs, là, chacun est chez lui. Personne ne va chez personne. Tu ne connais même pas déjà le voisin. Tu viens d'arriver que 3 jours. C'est juste bonjour, chacun est chez lui. Et je suis là, je regarde la télé, je suis sur mon téléphone. Minuit, 23h, je décide de dormir. Je dors. Pendant que je dors, je me sens pas bien. Je sens que ça ne va pas. Je me réveille, je vois rien. Mais je sens je sens une présence dans la petite chambre en question, le petit salon. La petite salle à manger, pardon. Je ressens une présence. Je me relève en sursaut, je vois personne. Je me rendors. Et après, dans le sommeil, mais moi, franchement, personnellement, je sais que ça, c'est pas le rêve. C'est un truc qui était réel, en fait. Au bout de 2h, 3h du matin, je dors. Je vois quelqu'un, un blanc, qui vient m'attaquer. Il vient comme ça, il commence à me mettre les coups, hein. Il me met des sérieux coups. Mais sauf qu'il me met des coups, mais je ne ressens rien en fait. C'est comme si il me mettait dans le vide. Tu vois, quand quelqu'un il te tape, mais tu sens qu'il te tape avec toutes ses forces, mais sauf que c'est dans le vide. Moi, je ne ressens rien, je pas mal. Mais je vois comment il me tape avec toutes ses forces. Mais en même temps... Dans le rêve ou bien en réalité? En fait, c'est pas... En fait, c'est des trucs... En fait, tu te dis que c'est dans le rêve, mais c'est en fait, au fond de toi, tu sens que c'est la réalité. C'est pas le rêve, en fait. Voilà. Donc, je ressens les coups, mais j'ouvre quand même les yeux. Je vois la personne est furieux. Il commence à me mettre des coups. Mais sauf que la personne, lui, il plane, en fait. Il est au-dessus de moi, je suis couché dans le lit, mais il plane. Tout en planant, il me met quand même des coups. Et quand je regarde plus haut, je vois une dame et 2 petits-enfants, c'est-à-dire une petite fille et un petit garçon, qui, eux, ils planent en fait dans l'air, dans la chambre, pas loin du plafond. Eux, ils sont en train de planer, mais par contre, c'est le monsieur qui me mettait des sérieux coups. Et après, je commence à prier au fond de mon cœur, je commence à prier. Après, ça disparaît. Je m'assois. Je dis, là, c'est mort. Là, je ne peux plus dormir. Je m'assois sur le lit, je reste comme ça. Il est 3h, il faut attendre jusqu'à 6h pour que le monsieur là puisse rentrer. Je reste là éveillé, je ne dors pas. Le matin, quand il arrive,
Il me trouve, mais c'est quoi, tu dors pas? Je dis non, je ne peux pas dormir. Il me dit pourquoi? Je dis, mais ici, c'est pas bien. La maison, là, je ne le sens pas. Il y a trop de mauvaises choses ici. Il me regarde, il rigole. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis non, parce que j'ai très mal dormi. Il me dit, ah bon? Je dis oui, j'ai très mal dormi. Il y a des choses qui se passent ici qui ne sont pas bien. Après, je commence à l'expliquer la situation. Je l'explique le rêve, ce qui s'est passé. Je dis, voilà, j'ai dû un monsieur, voilà, nanana, et une dame, et puis 2 enfants et tout. Après, le monsieur, il me regarde comme ça. Il me dit, wesh, toi, t'es une sorcière, toi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, mais ce que tu me dis là, tu essaies de me décrire comment est la dame et le monsieur et les 2 enfants, comment tu me les décris. Mais c'est comme si tu les connaissais, tu les avais déjà vus. Mais c'était les propriétaires de cette maison, ils sont morts. Je dis, quoi? Il me dit, ben oui, ils sont morts depuis, mais sauf que l'histoire qui s'est passée, c'est que le monsieur a décidé de se suicider. Il a d'abord tué sa femme dans le sommeil, il a tué ses 2 enfants et lui-même, il s'est donné la mort. J'ai dit, quoi? Je dis, donc, j'ai vu leur fantôme, en fait. C'était leur fantôme. En fait, ils erraient dans leur maison. C'est pour ça que le haut... En fait, c'est après qu'il m'a raconté l'histoire que j'ai compris pourquoi le haut, l'étage n'était pas... Il n'y avait pas un bon climat là-bas. Et je lui ai dit, mais pourquoi, comment tu fais pour... Comment tu arrives, après toute cette histoire-là que tu as déjà entendue, il a dit, lui aussi, on a raconté cette histoire, que voilà, le propriétaire de la maison, voilà, il est décédé et tout, il s'est donné la mort et tout. Je lui ai dit, mais comment tu dors ici? Il me dit, oui, mais c'est pour ça que je me suis barré du haut pour descendre en bas. Je dis, mais tu sais pas, c'est pas une maison familiale. Tu loues une maison que tu te sens pas bien. Il dit, de toute façon, moi, je dors jamais là-bas. Voilà, je suis de garde. Moi, je travaille la nuit. Je passe la journée que en journée. Donc, voilà. Et je suis seule. Je viens, je bois mon vin. Moi, je dors. Je dis, moi, je ne dors plus ici aujourd'hui. Tu me ramènes chez moi. Il me dit, mais non, mais je travaille, je peux pas. Je dis, ben, ok, c'est pas grave. J'ai encore fait 3 jours là-bas. Je vous assure, mais ce que je faisais, je mettais, comme ici on a le wifi, je mettais, comme je suis musulman, je mettais les sourates, les sourates, je faisais sur YouTube, je dormais avec mon téléphone allumé jusqu'au matin. Et depuis ce jour, il n'y a plus rien eu. Je continue à aller là-bas tranquille, mais ils m'ont plus jamais embêté en fait. Voilà, c'était ça ma petite histoire. Donc jusqu'à maintenant, le gars est là-bas dans la maison hantée là. Hein? Oui, il est là-bas. Tu sais, les hommes, vous n'êtes pas comme des femmes. Les femmes, on a le 6e. Non, certains hommes. Moi, je devais fuir depuis. Certains hommes. Mais quand je dis les hommes, c'est parce qu'il n'y a pas nombreux. Il n'y a pas nombreux qui croient trop à ces choses-là. Un homme, tu vas lui raconter, ça va te dire, oh, laisse ça, laisse. Et c'est les femmes qui sont plus attentionnées, en fait, que les hommes. Même dans les maisons, lorsqu'il y a des trucs hantés, c'est toujours la femme qui prévient à l'homme. C'est un peu ça. Ah, ça. Et tu trouves le monsieur ou bien c'est comment? Hein? Mais non, ça fait 6 ans. C'est 6 ans. Ça, c'est à peine quand je venais à peine d'arriver en France. C'est là où j'ai compris que même ici, là, il y a des choses. Et j'ai vécu beaucoup des histoires comme ça où quelqu'un même venait me serrer, je ne le voyais pas. Je vais raconter ça une autre fois. D'accord. Il y a des maisons hantées, en fait. Il y a des maisons hantées. Il faut vraiment prier. La prière, et c'est tout. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Au revoir, de rien. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, je te remercie de m'avoir fait monter. Ça fait un petit moment que je regarde tes émissions, je crois pratiquement dès le début. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager mon histoire. En fait, c'est une rencontre assez particulière que j'ai fait au nord de la France il y a 2 ans et demi aujourd'hui. Alors je m'explique, donc je viens du Gabon, de l'estuaire, mais je suis du nord. Et en fait là-bas il y a des rites, il y a plein de choses qui se pratiquent. Donc je me rappelle que plus jeune j'avais été initiée à un rite chez nous. Et généralement quand tu es initié, en fait tu viens avec un esprit en fait qui te guide. On appelle ça ton double astral. Et donc après, plus jeune, après j'ai voyagé, etc. Mais en fait, il y a eu une période dans ma vie où j'ai eu énormément de difficultés. Et j'avais recommencé à me poser des questions en me disant, mais est-ce que ce que j'avais fait enfant, à quoi ça me sert, etc. Comme ça peut arriver à tout le monde. Mais sinon, je suis de confession catholique.
Et donc, j'allais en vacances dans le nord de la France pour pour aller droit au but. Et donc, je dormais. On avait pris un camping, etc. Et en fait, en dormant, j'avais rêvé d'une femme. Le camping était sur une falaise, etc. Et la mer était en dessous. Donc, j'avais rêvé d'une femme tout en blanc, très joyeuse, qui était contente. Et moi, je marchais sur la plage et je me dirigeais vers elle. Et elle me disait, je suis très contente qu'on se retrouve enfin. Ça faisait longtemps que je t'attendais et que tu m'avais beaucoup manqué. Et moi, en fait, dans le rêve, j'allais vers elle et j'étais contente aussi. Je sais qu'à un moment, on s'était assises, on avait beaucoup parlé et elle m'avait dit qu'en fait, tu vas découvrir quelque chose ici. Et la chose, faudra la garder tout le temps avec toi. Et en fait, le lendemain, je me réveille, je me dis, mais attends, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Le lendemain, vers 16h, à marée basse, donc je descends et tout, avec ma petite famille. Et devine quoi? Eh ben, j'ai trouvé une pierre de météorite. Elle brillait, elle était toute ronde, elle était au bord de l'eau, je l'ai prise. Et en revenant chez moi, donc en région parisienne, la pierre, elle s'est fondue. Et depuis ce moment-là, DMG, je ne sais pas comment dire ça, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu des combats, j'ai eu énormément de difficultés, mais vraiment insupportables. Mais en fait, j'ai toujours le sentiment et la sensation qu'il y a quelqu'un avec moi. Et même il m'arrive des fois quand je dors, en fait, de voir cette femme. Et des fois qui me parle, des fois des sourires. Quand par exemple j'ai un besoin financier du jour au lendemain, j'ai des possibilités. En fait, c'est comme si en fait le fait de l'avoir revue, que je connais pas bien sûr, ou que je connais dans une autre vie, le fait de l'avoir vue, ça m'a ouvert énormément de portes. Donc en fait, la moralité de l'histoire, c'est que tous ces esprits-là ne sont pas négatifs. Il y a du bon comme il y a du mauvais. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce monde-là, c'est un peu comme la Terre en fait. Il y a beaucoup d'humains qui sont bons, il y a aussi beaucoup d'humains qui sont mauvais. Et il y a une autre partie que je vais raconter assez brièvement. C'est qu'en fait, depuis cette rencontre, j'ai constaté qu'à chaque fois que je me rapproche de l'eau se déplace vers moi. Je l'ai revu cet été, c'est-à-dire que quand je suis au bord de l'eau, même si la marée elle est basse, en fait, l'eau monte assez vite et l'eau me suit des fois. Enfin bref, c'était ça ma petite histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Bon, j'appelle pour raconter mon histoire aussi. C'est une toute petite histoire. Tu as les écouteurs? Oui, je l'enlève. Donc, je disais, il y a pratiquement 11 ans de cela, j'étais dans une ville. Bon, moi, je raconte l'histoire, c'est depuis la Côte d'Ivoire. J'étais dans une ville et je partais pour les vacances dans une autre ville. Donc, quand j'arrive dans cette nouvelle ville, je partais chez ma tante. Quand j'arrive dans cette nouvelle ville, je croise une connaissance là-bas, on échange. Et elle me fait savoir que, j'ai mon bon vieux père ici, il est bien, il s'occupe des jeunes filles. En tout cas, il est gentil. Je lui dis, bon, il dit oui. Et par pure coïncidence, le monsieur nous croise dans la ville, il nous invite. On part à son rendez-vous. Le même jour, après cette promenade dans la ville, et je ne sais pas si vraiment c'était un coup, mais mon ami me dit, excuse-moi, j'ai ma mère qui m'appelle rapidement, donc donne-moi quelques heures là et je reviens vous trouver. Je lui dis d'accord. Le monsieur me dit, bon, comme nous sommes assis au restaurant, on mange, accompagne-moi rapidement à la maison et je fais une course rapidement et je reviens. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le monsieur avait une concubine qui n'était pas présente, c'est-à-dire qu'elle avait voyagé. Donc, je le suis. On arrive chez lui, c'était 2 chambres salon. Donc, il rentre dans sa chambre et il me demande, s'il te plaît, tu peux venir. Donc, moi aussi, je rentre, je suis curieuse. Quand je rentre, vraiment, la chambre était tout en désordre. Mais il y a quelque chose qui m'a intriguée. Au pied de son lit, c'était au pied du lit conjugal, se trouvait un gros canari. Chez nous, ce qu'on appelle canari, c'est de la terre cuite. Mais j'avais jamais vu un tel canari.
Dans mon entendement, si à l'instant où je suis rentrée dans la chambre du monsieur, il me découpe, il me met dans son canari, on ne me voit pas, on ne me retrouve plus. Un énorme canari que je n'avais jamais vu. Donc bon, vraiment j'ai eu un peu peur, mais il y a des moments où il faut montrer qu'on n'a pas peur. Donc il me dit, mais tu t'assois? Non, je m'assois au bord du lit. Mais quand je m'assois au bord du lit, je me rends compte que le canari est centré. C'est-à-dire, si vous êtes couché à deux sur le lit, le canari est juste à votre pied. Le monsieur rentre dans la douche, il prend sa douche. Quand il ressort, bon, on est dans une chambre, ce sont deux sexes opposés. Il vient vers moi, il veut me toucher. Il dit, non, tu peux pas me toucher. Ici, on est dans la chambre de ta femme et toi, ta chambre. Non, tu peux pas me toucher, ça, c'est pas possible. Mais non, elle n'est pas là, ça fait rien. Tu peux pas me toucher. Mais moi, tout mon souci, là, c'est son canari, j'ai vu au pied du lit, là. Le canari fait quoi, là? Donc, je respire un peu, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as un tel truc dans ta chambre? Il me dit, non, mon travail que je fais là, il y a trop d'attaques mystiques. Donc, je prends ça pour me protéger. Bon, quand il me l'a dit, on peut dire quoi? Il dit, d'accord, j'ai compris. Et quand il partait se laver, quand il a ouvert la porte de sa douche, le monsieur peut-être pouvait faire tout au plus 1m60 ou bien 1m65. Il n'était pas très grand de taille. Mais ce que j'ai remarqué dans la douche là, c'est-à-dire l'eau des médicaments là, ça touchait le plafond de la douche. C'est quelle manière de se laver? Et puis on salue, tout ému jusqu'à atteindre le plafond de la douche. Mais tout ça, je n'ai fait qu'observer. Et quelques minutes, je lui ai dit, bon, comme tu vas t'habiller, moi je sors de la chambre. Je suis partie au salon. Il s'est habillé, tout, on est ressorti, on est allé manger. Et bizarrement, pendant ces vacances, il a même connu ma tante. Ma tante l'appréciait tout. Mais j'avais un sérieux problème, je ne voulais même pas qu'il y ait d'intimité. Je lui demande, mais est-ce que tu as des enfants? Il dit non. Est-ce ta première femme? Il me fait savoir dans l'échange. Bon, ça c'était plus tard, c'est pas le même jour. Il me fait savoir dans les échanges que il a eu une première épouse qui malheureusement après la dot a perdu la vie. Et bon, là c'est normal, ça peut arriver. Et les vacances finissent. Je rentre en ville. Un an après, je retourne encore à la même ville. Et quand je retourne, moi et ma tante, on sort. On part en visite. Quand on part, ma tante et ce monsieur-là étaient dans le même corps concernant le boulot. Donc la collègue de maman dit, ah mais, de ma tante dit, mais tu connais tel? Elle dit, oui, je le connais. Ah mais, tu sais qu'il a perdu sa femme. Dès qu'il a fini la dot là, sa femme est décédée. Donc j'ai dit à ma maman, à voix basse, mais maman, ça fait la deuxième épouse qu'il a perdue, hein. Non, la dame qui m'entend étant à la cuisine qui dit non, hein, ça fait la troisième. Ah, ça fait la troisième comment? Elle dit oui, et nous tous ça même, on dit c'est lui dès qu'il épouse une femme nette, dès qu'il fait la dot, la dame perd la vie. Et c'est après avoir entendu ça, quand on est sorti de chez la dame, j'ai dit à ma tante que le premier jour je suis rentrée chez ce monsieur-là, voici ce que j'avais constaté. Il y avait un gros canari qui était au pied. Mais moi, je suis sûre que c'est le canari là qui fait quelque chose aux épouses. Et après, je suis rentrée aussi, on a échangé. Et effectivement, tout son entourage disait que dès qu'il épousait une femme ou dès qu'il sortait avec une jeune fille qu'elle venait à la maison, tout allait de mal en pire quoi, dans la vie de cette personne-là. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment... Il faudrait d'abord suivre l'intuition. Quand tu arrives quelque part, que tu sais que tu veux faire une bêtise, ton âme, ton esprit te dit ne fais pas. Ne fais pas. Et ce monsieur-là, bizarrement, quand j'ai eu la nouvelle, il m'a vu dans la ville, il m'a salué tout. Et je lui ai dit, mais et ton épouse? Il n'a pas été capable de me dire que son épouse avait perdu la vie. Oh, elle est là, elle est à la maison. Je dis, ah d'accord, je la salue, hein. Ah, ma rivale tu m'as pas présenté là, et puis on a ri, on s'est laissé. Donc vraiment, il faudrait faire attention. Quand on voit qu'une personne est en face de nous et que cette personne-là, comme on le dit, nos âmes ne vont pas ensemble, on doit faire attention et puis se méfier. C'est un peu ça, mon histoire.
D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, bonjour. Douce étoile de mai. Tu es l'étoile de mai, maman. Ouais, Et, ça va. Alors, wow. oui, ça va. Alors, mon histoire, c'est... J'ai... Je vais raconter une histoire, ce sera même deux, que j'ai vécue il y a quelques années. Enfin, c'était mon arrivée au Gabon. Bon, on avait affecté mon époux au Gabon. Il y a la télé derrière toi. Il faut Oui, c'est ma éteindre la télé. fille. Bobo, baisse un peu le volume, s'il te plaît. D'accord? Merci. Ça va, c'est bon? Ça va? C'est toujours là, hein. Sauf si tu vas te déplacer un peu. Ouais. Non, elle va aller se coucher. Va te coucher, chérie. Elle va nous haïr pour ça, hein. Ben, c'est son problème, il est 23h passé. Allez, dépêche-toi. Éteins la télé, tu vas te coucher. Tout de suite. Chut. Tout de suite. Ça va, c'est bon? Tout de suite, chérie. Ça va. Laisse l'enfant. Continue comme ça. Alors, je disais, c'était bon, je suis camerounaise d'origine, donc on avait affecté mon mari au Gabon, et quand je suis allée, on allait au Gabon. Enfin, en ce temps, il y avait South Africa Airways qui faisait encore la navette entre le Gabon et le Cameroun. Et en ce temps, j'avais un petit Yorkshire, un petit chien, et toutes les compagnies anglo-saxons ne prenaient pas les chiens dans les avions. Donc, je pouvais pas partir avec mon époux et ma fille. J'avais une fille qui avait 1 an. Alors, mon mari a dit, bon, qu'il a pris la route et, bon, bref, la société s'est occupée de lui à OIM pour arriver à Libreville. Et moi, j'ai pris l'avion avec ma petite fille. Et en ce temps, des vols étaient de nuit. Donc, on arrivait à Libreville aux environs de 23h minuit. Alors, le chauffeur est venu nous chercher à l'aéroport. Quand il est venu nous chercher, il nous a amenés à la maison. Bon, j'ai croisé un collègue à mon époux et sa femme à l'entrée parce qu'on était dans une cité, en fait. Pour ceux qui connaissent Sobraga, on était dans une cité. Et quand on est arrivé, bon, je voulais pas appeler le nom de la société, mais bon, c'est pas grave. Quand on est arrivé dans la cité, c'était ma toute première fois d'arriver au Gabon, c'était dans la nuit. Alors le monsieur, il m'a vu, il a vu que j'étais avec la petite, il m'a accompagné à la maison, il nous a installés, on est entré et le chauffeur est parti. Je suis arrivée, c'était une grande maison toute seule avec la petite dans un coin, dans une ville dans un pays que je connais pas. Bon, cette nuit, je suis allée, bon, on m'a montré la chambre, où étaient les chambres et tout. Bon, je suis allée dans la chambre principale avec ma fille. Quand je suis arrivée dans la chambre, dans la nuit, je vous assure, j'ai vécu un truc, un truc impressionnant. Bon, je crois que c'était une façon de me dire bienvenue, mais de me souhaiter la bienvenue. Cette nuit, ma fille dormait déjà. Bon, ma voisine arrivait, m'avait donné une bouteille d'eau. Je suis entrée dans la chambre. Ben, je me suis mise sur le lit, j'ai fait ma prière et je me suis endormie. Et après, je me suis allongée en fait pour dormir. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un violent vent. Comme s'il y avait le vent. Pour moi, je me dis, mais dis donc, heureusement que cette tonnerre, comment dire, la pluie ne nous a pas trouvés en route. Pour moi, je me disais il y avait de la pluie à l'extérieur, accompagnée du tonnerre et comment on appelle ça, et du vent. Il y avait un violent vent. Et les baies vitrées, les fenêtres ce sont des baies vitrées en fait. Mais je vous jure que ça s'ouvrait. Les fenêtres s'ouvraient, ils se tapaient. J'ai dit, mais il y avait un violent vent qui soufflait. Je me suis assise, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est quoi? Ma fille dormait profondément. Je me suis levée, mais c'est quoi? Je suis descendue. Bon, puisque j'étais en haut, je suis descendue pour aller regarder si c'était la pluie, s'il fallait fermer les fenêtres en bas, je sais pas. Je me suis rendu compte qu'en bas, il n'y avait rien. Je vous jure que tout se passait dans ma chambre. Tout se passait dans ma chambre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors j'ai pris peur.
Et à un moment, je me suis ressaisie, je me suis assise sur le lit, j'ai commencé à parler. Je dis, je ne suis pas gabonaise, je suis camerounaise. Je viens de telle, j'ai donné mon arbre généalogie parce que nous, je suis côtière et nous, on nous apprend notre arbre généalogie. J'ai donné mon arbre généalogie, j'ai commencé à parler. Je suis pas venue ici pour arracher le mari d'une personne parce que ma collègue, la voisine, bon, elle me regardait d'un œil parce que son mari était trop gentil ce jour-là avec moi. Je suis pas venue ici pour arracher le mari d'une personne, je suis venue avec mon époux qui arrive et je suis juste de passage. Donc, rien ne peut m'arriver parce que je ne suis pas d'ici. Donc, si vous avez des problèmes, je ne sais pas, bon, j'ai parlé, je me suis mis à parler, bon, dans la peur, j'ai parlé. Et après, quand j'ai fini de parler, je vous jure que tout s'est calmé. Tout s'est calmé, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien. Et je me suis endormie. Le matin, très tôt le matin, j'entends la voisine qui arrive. « Hey, coucou, ça va, tu es là ?» Je ne réponds pas. « Hey, coucou, ça va, tu es là ?» Je ne réponds pas. Après, je me rappelle de ce qui s'est passé dans la nuit. Je lui dis, c'est quand même bizarre qu'elle vienne très tôt le matin, comme si elle était au moins 6h30 ou 7h, comme ça. Je ne réponds pas. Elle laisse une lettre sous la porte. Donc, je viens, je lis la lettre. Oui, si tu as besoin de quelque chose, je n'ai pas répondu. Et bon, bref, c'est passé. Et il y avait des jours, des moments où, bon, c'était une histoire un peu... Bon, bref, c'est passé. Je vais passer la deuxième histoire. C'était après quelques années alors, bon, j'ai pris mes repères, j'avais des amis et j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'étais à 5 mois de grossesse, n'est-ce pas? Mais mes amis, on organise une fête, une sortie entre copines. On va au restaurant, après le restaurant, on va en boîte. Et ce jour-là, j'habitais à Ovendo. Donc, je quittais du centre-ville jusqu'à Ovendo. Donc, et pour arriver à Ovendo, on traverse toujours le pont, comment on appelle ça? C'est le pont Nomba. Je crois que c'est le pont Nomba. Si, c'est ça le pont Nomba. Donc, ce jour-là, je suis rentrée de la maison toute seule. Il était du centre-ville. Je quittais de lui jusqu'à Ovendo. Il était 3 heures du matin. Et pendant que j'étais en train de rouler, avant d'arriver au pont Nomba, il y a, je ne sais pas le nom du quartier, je sais pas comment on appelle le nom de ce coin-là. Bon, avant d'entrer dans le pont Nomba, je vois un brouillard. Je vous jure qu'il y avait un brouillard. Et moi, j'étais dans une grosse voiture, j'avais une Prado. Je dis, c'était le brouillard. Il y avait le brouillard partout sur la route. Je dis, mais je ne voyais rien. J'étais encore au moins à 50 mètres du pont avant d'entrer le pont. Je ne voyais rien. Il y avait le brouillard partout. Je dis, mais c'est quoi ça? Je mets les phares, rien. Et après, quand je mets les phares, je commence à entendre des voix. Comme s'il y avait des gens qui passaient, en fait. Et ils étaient comme s'ils étaient dans un marché. Les gens étaient en train de discuter. Comme si je me retrouvais dans un marché. Et les gens étaient en train de... Donc, comme s'il y avait... C'était un lieu où il y avait la cérémonie, il y avait du monde. Les gens étaient en train de parler, les gens étaient en train de crier, de parler. Je ne voyais rien. J'ai eu peur, mes pieds tremblaient. À moins 1, je me retrouvais dans l'eau. Et du coup, pendant que j'avais peur, j'entrais déjà dans le pont. Et je vois une voiture qui vient à toute allure derrière moi. Une petite voiture qui filait, mais j'ai rien compris. Mais... je suis là, je ne sais pas de quel côté aller, j'ai peur d'aller à gauche. Pour moi, je me disais, si je vais à gauche, je vais me retrouver dans l'eau. Si je vais à droite, je vais me retrouver dans l'eau. Et entre-temps, il y a une voiture qui venait derrière moi à une vitesse, mais pas possible. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à parler. Je ne suis pas gabonaise, je suis camerounaise. J'ai commencé à crier dans la voiture. J'ai dit, je ne suis pas gabonaise, je suis camerounaise, je suis juste de passage. Je vous jure, à un moment, je ne sais pas par quel miracle, je me suis retrouvée devant, il y a après le pont Nomba. Après ce pont, je ne sais pas si c'est le pont Nomba, je crois. Parce que je crois le pont Molle, c'est en ville. Je crois je confonds entre les deux. En tout cas, c'est le pont Nomba, je crois. Après ce pont, il y a... il y a l'école, il y a une école primaire. Bon, j'ai oublié le nom de l'école primaire. Je me suis retrouvée après le pont, quoi.
J'ai dit, punaise. J'ai démarré la voiture. Depuis ce jour-là, je ne sortais plus jamais la nuit. Quand on m'invitait, je ne sortais plus la nuit. Si je ne suis pas avec une personne, je ne sortais pas. Ben voilà, j'ai démarré, j'ai roulé jusqu'à la maison, puisque moi j'habitais à la montée à Lenakiri, donc jusqu'à la maison. Voilà, c'était mes deux petites histoires en fait. Ben, j'en ai vécu d'autres, hein, mais bon, je ne peux pas tout les raconter ici. J'en ai vécu d'autres au Gabon, mais bon. Voilà, tu racontes très bien, on se sent dans le décor de ton histoire. Non, c'est parce que je le vis comme si c'était... Comme si c'était, mais sincèrement, c'est... Mais tu as quoi avec les Gabonais? Dès que tu tombes dans un problème, tu dis que tu n'es pas gabonaise. C'est quoi le problème? Non, mais parce qu'il faut préciser. En fait, pour moi, je me dis, il faut préciser que je ne suis pas des leurs, en fait. Donc, ils ne peuvent pas me manger. Ils ne peuvent pas me manger parce que je ne suis pas des leurs. Mais est-ce qu'au Gabon, ce n'est que les Gabonais qui font les pratiques? Est-ce que je ne sais pas qu'il y a les Camerounais au Gabon qui font les pratiques? Non, pas ce style-là, je suis désolée. Parce que tu ne peux pas venir faire des trucs chez des gens. Ils peuvent faire la sorcellerie si je suis en contact avec des gens. D'accord? Si je suis en relation avec une personne, la personne peut chercher à me faire du mal. Mais si je ne suis pas en relation, je viens d'arriver dans un pays. Je prends le cas du premier jour où je suis arrivée. Moi, je soupçonnais la dame qui m'a accueillie, quoi. C'est elle que moi, je soupçonnais. De où il y avait des esprits à cet endroit. Parce que dans cette société, j'ai l'impression que... Bon, bref, c'était mon vécu. Donc, pour moi, je me disais que je connaissais pas les Camerounais. Donc, je pouvais pas appeler les Camerounais, dire que j'ai préféré dire je suis pas camerounaise pour qu'ils sachent que je viens de loin. Je suis pas des leurs. Donc, ils peuvent pas je suis d'accord avec toi. Quand tu arrives, on m'a beaucoup parlé de ça. Quand tu arrives dans le village de quelqu'un et que tu fais face à quelque chose que tu ne comprends pas, précise que tu n'es pas de là. Même si tu veux visiter seulement l'endroit, tu précises que tu n'es là que pour visiter. Et tu es tel, tu viens de telle famille. C'est tout. Mais non, le rapport, il y a dans les commentaires des gens qui disent qu'ils ne voient pas le rapport de préciser ma nationalité. Comme tu venais de le dire là, moi j'avais le droit de donner mon arbre généalogie et dire que je ne suis pas des leurs. Donc, on ne peut pas me manger. J'ai pas dit que les étrangers ne font pas des choses là-bas. Moi, je ne connaissais pas des étrangers. Je ne connaissais non plus des Gabonais. Je suis arrivée au Gabon, alors je m'adressais aux esprits du Gabon. Parce que pour moi, ce sont des esprits du Gabon qui m'ont accueilli. Et pour moi, c'était des esprits de l'eau. C'était l'esprit de l'eau parce que c'est l'esprit de l'eau qui vient avec le vent et ce truc-là. Et la personne qui m'avait reçu ce jour-là, c'était une personne qui est de l'eau. Elle est mienne, d'après ce que j'avais appris après, en fait. Donc, je ne connaissais pas la personne, mais pour moi, je suis de l'eau aussi. Je suis du littoral. Tu as mangé l'iboga? Non, jamais de la vie. Déjà, je fréquentais pas beaucoup j'avais pas trop je sentais pas. Donc, c'est vrai que j'ai fait quand même 13 ans au Gabon. J'ai fait 13 ans, 13 ans. Parce que quand tu parles, par exemple, de l'histoire numéro 2, là, où tu es au marché, où tu es sur le pont et puis tu écoutes les voix. Oui. Des gens passaient, en fait, c'est comme si des gens passaient sur ce pont, comme s'il y avait des gens. Et c'est un pont qui était réputé, comment on appelle ça, enfin, c'est un pont où il y avait trop de... Tu as été initié depuis l'enfance? Si j'étais initiée? Non. Initiée, non. Je sais que chez nous, les côtiers, bon, je suis côtière. Hein, tu es côtière de quel côté? Tu es Batanga? Non, je suis Douala. Voilà. Non, je suis Douala. Non, je n'ai jamais été initiée, je ne connais pas, donc non, jamais. Et les Ibonga, non, j'entendais parler de ça au Gabon, pas mes ménagères, mais moi, je connais pas. Je connais pas, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. Je crois que quand tu arrives quelque part, je crois que c'était une maison aussi qui était restée longtemps sans être habitée, dont des esprits vivaient là et ma présence leur génère, en fait. Ils étaient gênés par ma présence. Donc, il fallait qu'ils se manifestent. Voilà, je crois que c'est ça. Pas seulement ça, parce qu'il y a il y a mes filles qui ont vécu des choses aussi là-bas. Hein. Il y a ma fille elle ne dormait pas, elle vivait comme ça en live.
bah, il y a ma fille qui vivait des choses là-bas. Donc, je crois que ce sont des esprits. C'est un pays où il y a encore, la tradition est encore présente, en fait. Et non loin de là, d'après ce que j'avais appris, non loin de la société, il y avait un coin où ils font des rites traditionnels, en fait, une fois par an. Bah, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des esprits qui rôdent autour. Hein. Nous sommes des Africains, donc... D'accord. Merci beaucoup pour les 2 histoires. Hein. Merci, Jean. Allez, D'accord. bonne Merci. soirée à vous. Au revoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Et le volume est très bas. Hein. Ah, je sais pas, c'est avec mon téléphone là. Vous m'écoutez maintenant? Allô? Ah oui, c'est mieux là. Ouais. Bonsoir. Merci encore de m'avoir fait monter. Ici, je suis camerounaise et je vis à l'extérieur. Je vis à l'extérieur du pays. Je suis pas au pays maintenant. Mais ça, c'est une histoire que je vais vous raconter. Ça, c'est quand j'étais au pays et quand j'étais toute petite. Ces histoires se sont passées quand j'avais 7 ans. Et il y a une autre, comme j'ai 2 histoires, il y a une autre qui s'est passée quand je crois que j'avais 15 ans. Alors, l'histoire s'est passée celui de 7 ans. Nous étions encore tout petits et papa nous sommes allés chez une tante, une des tantes de mon père, en vacances au village. Et tellement, quand nous étions Vous avez petits, ma les mère... écouteurs? Non, je n'ai pas des écouteurs. Ok. Quand nous étions petits, ma mère s'occupait très bien de nous. Et alors, quand nous sommes arrivés dans ce village pour passer les vacances, la dame chez qui nous passons les vacances avait 2 enfants, une fille et un garçon. Alors, je sais pas si elle était un peu jalouse. Je pense, parce qu'elle nous a fait voir juste pour les vacances, les 3 mois de vacances, on a vu le feu chez cette dame qui nous maltraitait énormément. Et notre papa passait tout le temps pour aller au village, parce que c'était un village sur la route qui allait dans notre village même. C'est une des cousines de mon père, elle était mariée dans un autre village. Alors, quand papa passait tous les vendredis pour aller s'occuper de ses plantations, parce que quand il arrêtait le travail le week-end, il devait aller s'occuper de ses plantations tous les vendredis. Arrivé, il passait toujours là, nous donner des trucs, des yaourts, des choses comme ça. Et quand il venait avec la dame, là, ne nous donnait pas, il nous disait, vous avez déjà trop mangé ça, vous êtes en pied là, vous mangez ça. Et donnait à ses 2 enfants qui étaient nos aînés, quoi. Sa fille avait 14 ans et son fils avait 17 ans. Par contre, nous avons 7 ans. Ma soeur jumelle et moi et ma petite soeur. Ma petite soeur n'avait que 5 ans. Alors, un jour, elle nous demande à 18h. Alors, elle nous envoie une fois. En tout cas, ce petit village était tellement mystique. Quand elle sortait souvent, elle partait vendre les samedis au marché. Je ne veux pas trop prononcer les noms des villages. Donc, elle partait vendre chaque samedi. Elle sortait à 5h. Elle nous demandait d'aller l'accompagner quand ses enfants dormaient. Mais mes 2 sœurs et moi, nous allions l'accompagner. On va marcher toute une longue distance pour qu'elle puisse prendre la voiture. Et on allait l'accompagner comme ça et on revenait. Quand on était au chemin de retour, on a vu, je sais pas quoi. Vraiment, là, je sais même comment expliquer ça jusqu'aujourd'hui. On a vu quelque chose comme si c'était... on voyait du blanc qui était tout petit et s'agrandissait. Au fur et à mesure qu'on s'approchait, on voyait ça grandir. Mais on voyait, c'est devenu tellement grand comme si ça devait toucher les nuages. On ne comprenait plus, on a commencé à courir, on courait, tout. On est entré dans le quartier. On se rend compte qu'on arrive à côté de la maison. On retrouve qui on retrouve, c'est notre tante. Par contre, on l'avait laissée, elle qui devait prendre la voiture pour partir. Et nous, on s'est retourné. On court, on arrive déjà à la maison. On se rend compte qu'elle est devant la porte, comme si elle nous attendait. Oh my God! On a eu peur. Elle dit, c'est moi. Vous avez peur pourquoi? On dit, on t'a laissé là-bas. Comment tu es ici? Elle dit qu'elle courait aussi, non, avec nous. Mais vraiment, après qu'on a encore voulu dire, comment tu courais? Et elle était costaud, elle n'était pas petite de corps pour dire qu'elle pouvait courir mieux que nous les enfants. Parce que là, nous, on s'est déplacés plus vite.
Comment se fait-il qu'on l'a retrouvée devant la porte? On a eu peur. Elle nous a dit, entrez là-bas. Étant toute fâchée, nous sommes entrés. C'est comme ça qu'on a laissé coucher. Et alors elle nous dit, si vous expliquez ça un jour à votre papa, vous allez me confiner. Et on avait peur tellement il nous battait. On attendait seulement que les congés finissent vite pour qu'on puisse rentrer chez nous. Et quand notre papa venait là-bas chaque week-end, on lui disait, dès qu'on voulait parler, elle nous ouvrait les yeux, qu'elle ne veut même pas qu'on dise quelque chose à notre père. Jusqu'à ce qu'un jour on s'est volé, on a dit on ne pouvait plus supporter. On est arrivé en route, on a coupé les voitures nous-mêmes, les petits enfants. Les chauffeurs nous demandent, les chauffeurs qui faisaient les cas de transport nous demandent, vous allez où? On a donné le nom de notre père et dit, ah, je connais votre père. On a dit, alors elle a dit qu'on prend la voiture, il va payer là-bas quand on va arriver. Il dit, non, il n'y a pas de problème, je vous amène à la maison. C'est comme ça que ce chauffeur de transport nous prend, il nous amène à la maison. Il explique à notre père qu'il nous a trouvé en route. On a dit comment ça? On a dit à notre mère que voilà ce qui s'est passé là-bas, on ne pouvait plus rester là-bas. Ma mère, elle a pleuré et dit à mon père que comment tu n'avais pas remarqué un truc pareil? Il dit qu'il n'avait pas remarqué. Bon, ça, c'est l'histoire est finie. Bon, maintenant, alors, j'ai l'âge de 15 ans. J'ai une copine à l'école ma meilleure copine, nous étions 3. Elle a son anniversaire. On décidait donc de faire des économies pour son anniversaire. On a fait des économies et le jour de son anniversaire, on a acheté de la nourriture, on a organisé une petite fête chez eux, quoi. On est comme ça en train de danser et tout, on a fait la fête. Bon, elle maintenant, quand elle prend la parole, elle remercie les autres invités et nous qui avons fait la fête pour elle, elle ne nous remercie pas et elle s'en foutait de nous carrément à la fête. Elle faisait comme si c'est qu'elle ne nous regardait plus. Moi, j'étais tellement énervée, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi elle fait ça? Par contre, nous devions être elle devait nous présenter comme si je pense comme ses sœurs, quoi. Mais elle nous a carrément négligés à la fête que nous avions organisée pour elle. Moi, j'ai dit à mes 2 copines, j'ai d'autres copines que tu sais, moi, je reste pas là, je vais partir. Tellement énervée, je ne me suis même pas rendu compte de l'heure qui était. Quittant de cette maison pour le chez nous, c'est au moins 1 heure de marche. Et il était pratiquement plus de 2 heures du matin. Je ne me suis pas rendu compte. Tellement étant fâchée. J'ai pris la route. Mais ma copine dit non, ne va pas. Il s'est fait tâcher. Je dis, je m'en fous, je ne veux plus rester là. Pourquoi elle va nous prendre comme si nous étions des laquais, quoi? C'est quoi cette histoire? Je partais étant fâchée. Je ne me rends même pas compte que je vais faire tout ce trajet. Il n'y a plus de voiture, pas de taxi en route, rien. Je commençais à marcher étant fâchée. J'avais porté des grosses sandales et j'avais une jupe en coton qui pesait noir. En tout cas, le vêtement que j'avais sur moi était en coton. Je me rends compte, après peut-être 20 minutes de marche, le ciel commence à gronder fortement, tout devient noir. La pluie, il faut pleuvoir. Waouh! Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, j'ai continué. Tellement j'étais énervée que ça me donnait un courage que je ne me rendais même pas compte de la gravité des choses, de la gravité de ce que j'étais en train de faire. Alors j'arrive au carrefour, parce que au carrefour il y a 2 routes. Il y a une route qui allait vers le CES et une autre route qui allait vers le centre-ville. Et ma maison est au centre-ville. Mais la route qui allait au centre-ville, j'ai eu peur de prendre cette route parce que je me suis dit il y a beaucoup d'agressions en route. Si je prends cette route, on peut m'agresser, mais je vais dormir chez ma copine, celle que j'ai laissée derrière. Je prends donc l'autre route pour descendre. J'oublie que il y a une histoire qui se passe souvent. Sur cette route, il y a un lac d'eau. Et il y a beaucoup d'histoires dans ce lac. J'ai complètement oublié. J'ai pris la route. J'ai commencé à marcher rapidement. La pluie a commencé à s'abattre. Avant que je n'arrive au lac, la pluie s'est abattue. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur moi parce que tellement la jupe que j'avais était tellement longue et grande. Et elle pesait, j'ai enlevé cette jupe. J'ai commencé à marcher avec le cylindrique et les roues. J'ai arrêté les babouches à moi. Les sandales que j'avais, je les ai arrêtées à moi. J'ai commencé à marcher. Après, j'ai dit, je suis où? Quelque part seulement, je vois le lac. Mes cheveux se dressent. J'ai dit, Seigneur Jésus, je vais traverser le lac parce qu'on dit ici, si tu passes dans la nuit, tu ne sors, tu ne peux pas, on ne te voit plus le lendemain. On te cherche, on ne te voit plus. J'ai dit, mon Dieu, c'est là où toute l'histoire du lac revient dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu, je veux faire demi-tour. Il n'y a pas moyen. Demi-tour, la route est encore très longue. Je vais faire demi-tour pour rentrer toute seule. Comment? J'ai
dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde. J'enlève maintenant tous les habits. J'enlève encore le haut pour être complètement dans le noir, que je sois noir. Pour que quand on ne puisse pas me remarquer. Par contre, je ne savais pas. Il pleuvait énormément sur moi. J'arrête les habits, je commence à vouloir courir. Dès que je prends la course, je me rends compte qu'il y a un jeune homme qui est en train de monter. Il marchait devant moi. Ce jeune homme qui marchait devant moi était habillé blanc avec une chemise attachée tout autour des reins comme des yo, complètement là. Yo. Ah, je vois et dis, hey, il y a quelqu'un devant moi. Je commence à courir pour le rattraper. Je cours, je ne rattrape pas le monsieur. Je cours, je ne rattrape pas le monsieur parce que je voulais le rattraper pour qu'on puisse cheminer ensemble. Tellement j'avais peur. Je finis de traverser maintenant le lac. Je vois le monsieur, il monte la colline. Je cours. Je dis que je courais comme il n'était pas permis. Et le monsieur marchait simplement. Comme s'il ne pleuvait même pas sur lui. Je dis, mais comment le monsieur, si je cours, je n'arrive pas à retrouver le gars. C'est quoi ça? En tout cas, rien ne me vient dans la tête comme si c'est quelque chose. Je continue à marcher. Le monsieur marchait lui de sang. Mon cœur était apaisé. Quand j'ai vu le monsieur, mon cœur était apaisé. J'ai dit, ah, il y a quand même quelqu'un devant moi, c'est pas grave, je ne rattrape pas. Je marche, je n'ai plus eu peur quand j'ai vu le monsieur. J'arrive maintenant, et bon, la route était encore bien longue. Il faut maintenant, je contourne la route, je veux entrer dans le quartier. J'ai dit, si j'entre dans le quartier, je peux aller me coincer avec certaines personnes. Il faut que je marche dans la longue route où c'est un peu ouvert et un peu de lumière. Le monsieur marche, je marche. Je cours maintenant, je rattrape presque le monsieur, mais il n'est pas auprès de moi. Je ne sais même comment ça s'est passé. C'est comme si c'est qu'il était auprès de moi, mais il n'est pas auprès de moi. À un moment, je me rends compte qu'il est plus devant que moi. À la seconde, à un moment, c'est comme s'il était proche de moi. Ah, j'ai dit, le monsieur s'est fait comment? Bon, avant d'arriver chez ma copine, là, il y a peut-être à 5 mètres, il y a une maison. Ils disent que cette maison est hantée. Ils nous expliquaient que la maison est hantée. Les gens, même en journée, les gens ne passent pas là-bas. Je veux aussi arriver là-bas et je dois aussi traverser cette maison. Quand j'arrive là-bas, j'entends des bruits. Il y a des bruits, un genre. Waouh! Je dis, Seigneur. Et je veux regarder, le monsieur n'est plus devant moi. Je dis, mon Dieu, comment je vais traverser cette maison? J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. J'ai fermé les yeux, j'ai marché, j'ai passé la maison. Seigneur, protège-moi. Ferme les yeux, Seigneur, protège-moi. Comme si j'avais peur quelque part là, quelque chose qui devait sûrement, si je touchais, ça devait m'attraper. Je parlais comme ça et je marchais, je parlais, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Après, j'ouvre les yeux, le monsieur est devant moi. Le garçon, un jeune monsieur, avec toujours marché là, lui, il ne se cassait même pas. Quand je vais déjà arriver là, je cogne la porte des parents de ma copine que j'ai laissée derrière, qui m'ouvre la porte. Je cogne, elle me demande, sa soeur me dit, c'est qui? Je dis, c'est moi. Elle dit, hey, alors si? Je dis oui. Après, je me retourne, c'est comme si quelqu'un m'a tapoté l'épaule. Quand il me tapote l'épaule comme ça, je me retourne, c'est le monsieur qui me tapote l'épaule, il me fait pareil. Il m'a tapoté l'épaule, il m'a touché. Mais quand je me suis retournée, je me suis rendu compte qu'il était loin de moi. Mais il a soulevé la main comme ça, me disant, bye. Jésus. J'ai crié. C'est là que je me rends compte que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas de ce monde, qui n'était pas un humain. Donc j'ai fonctionné toute cette route avec quelqu'un qui n'était pas un humain. Parce que quand il m'a tapoté comme si j'ai ressenti le toucher. Mais je me retourne, la personne est à distance de moi et il me fait la main, il me fait un bail de la main. Mais j'ai crié, le moment qu'ils ont ouvert la porte en courant, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai commencé à expliquer ce qui s'est passé. La mère est allée chercher la Bible, elle a prié avec moi. Même quand quelque chose me touchait comme ça, je tremblais. Donc c'est juste pour dire aux gens qu'il ne faut pas laisser la colère vous amener très loin. Il faut vraiment faire attention avec la colère parce que ça c'est la colère qui devait m'amener loin. Ce jour-là, c'est vraiment... Et c'est la deuxième histoire qui parle de la colère là. Oui, ça c'est la colère. Parce que ma copine s'était très mal comportée et j'étais tellement en colère. Je suis partie sans même me rendre compte de la gravité des choses que je faisais et l'heure qu'il était. Et tellement je ne me suis même pas rendu compte aussi que la maison était très loin. Comment je devais faire pour arriver? Pas de voiture en route, pas de taxi, rien. Je suis venue me rendre compte quand j'étais déjà au milieu du chemin. J'avais déjà fait tout un parcours. Merci beaucoup pour l'histoire. Il n'y a pas de
Bonsoir, Rune. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Oui. Je vous appelle de la Guinée. J'ai une histoire à vous expliquer, au fait. Là où j'étais dans ma ville, on avait un boutiquier qui était venu de la Côte d'Ivoire. C'était un monsieur Peul. Il avait une boutique auprès de chez nous parce qu'il venait d'arriver, au fait. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour venir en Guinée. Donc, il avait une boutique là-bas et il a épousé une femme. Cette femme a fait des enfants pour lui. Elle a fait, au fait, deux enfants pour lui. Nous, on ne savait pas, au fait. Parce que même moi, j'avais organisé une tontine. Il faisait partie de la tontine, au fait. C'est ainsi, il y avait des gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Ces personnes... Vous me suivez? Oui. On te suit. Vous m'entendez? Voilà. Donc, j'avais organisé une tontine avec ce monsieur, au fait. Maintenant, ces personnes sont venues de la Côte d'Ivoire. Quand ces personnes sont venues de la Côte d'Ivoire, pendant que le monsieur était marié, hein, il avait déjà 2 enfants avec une femme là-bas. C'est ainsi, ces personnes-là sont venues, ils sont partis à la boutique là-bas. Donc, ils ont vu, au fait, le monsieur. Pendant que le monsieur était mort en Côte d'Ivoire, il était venu, il a réapparu ici, au fait, en Guinée. Il a réapparu en Guinée ici. C'est ainsi, le monsieur a vu Mamadou. Il dit, ah, c'est toi, Mamadou. Le monsieur, il dit au monsieur, il dit, ah, quel Mamadou. Pendant que sa femme n'était pas là-bas, sa femme était sortie. Donc, il dit, ah, c'était pas toi qui étais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il était maçon, je ne sais pas quoi qu'il soit. Le monsieur lui dit, ben moi, je ne connais pas un certain Mamadou. Depuis ce jour, le monsieur a pris le biwa pour aller à la douche. Depuis ce jour, le monsieur a disparu. Et puis, c'est pas le fait de disparaître, en fait. Moi, il a disparu avec mon argent. Il est parti avec mon argent, DMG. Il a envoyé mon argent. Moi, c'est ce qui me fait mal, au fait. Ça fait quelque chose de 3 mois comme ça. Ils me disent que le monsieur était mort en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai besoin de mon argent. Il dit donc, quelqu'un est mort, il disparaît. Toi, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est qu'il a te remettre ton argent. Mais mon argent, il me devait 400 000 francs. Mince. Bon, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois de cela. Et tu n'as pas encore récupéré ton argent? Je n'ai pas récupéré mon argent. Et puis sa femme aussi a disparu avec les enfants. La boutique est fermée. Son numéro passe toujours. Son numéro ne passe plus. Je ne sais pas où il a laissé l'argent. Est-ce qu'il peut disparaître avec l'argent? Mais il faut déjà considérer que l'argent est parti, non? Parce que c'est comment? L'argent il est parti. Il est parti avec. L'argent des gens. Mince. On va le faire comment? Parce que ça me dépasse ton histoire, hein. Vraiment. Franchement, il a envoyé mon argent et puis les gens me réclament l'argent là. Il a envoyé l'argent. Il a envoyé l'argent. Ça va, alors tu as C'est moi qui ai organisé la tontine. Maintenant, c'est lui qui devrait prendre la tontine. Lui, il n'avait pas laissé pour les autres. Il a été la première personne à prendre l'argent. Donc, il a pris les 400 000 francs, les 300 000 francs du moins.
Donc, il n'a pas donné l'argent des autres. Il est parti. Mince. Toi, tu vas seulement rembourser maintenant. C'est ta réunion, non? Ta réunion n'est pas assurée. Il faut qu'il ramène mon argent. Ouais. Ça, Donc, il a disparu, ça ne t'inquiète pas. bon. Ça, en fait, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne sais pas s'il était mort ou pas. Toi, tu ne veux rien savoir, c'est ton argent que tu veux. Mon argent DMG. J'ai cherché à joindre sa femme aussi, mais impossible. Regarde, c'est mieux qu'on va continuer l'appel après. Hein. Attends, je m'abonne. D'accord, mais- Ouais. Car, c'est terrible. Pardon, si quelqu'un connaît le revenant là, bien celui qui a disparu là, pardon. Essayez de voir comment on va rembourser les 400 000 à la dame, si pardon. Pardon seulement. Que Mamadou, si quelqu'un connaît Mamadou, pardon. Faites tout pour qu'on rembourse là. Parce que c'est là, même si on dit, si on montre la tombe du type là, elle va aller demander ça là-bas que mon agent, elle va déterrer le corps là. Pardon. Pardon seulement. S'il y a des frères et sœurs de Mamadou ici, pardon.